Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette table ronde. Merci Ici Lundi et H7 pour l'organisation de cet événement. Merci pour votre confiance par rapport à ce sujet. Bienvenue à cette table ronde qui, comme vous l'avez entendu, s'intitule « De l'idée à l'implémentation, garantir le succès de la GenAI en entreprise ». Des échanges qui s'annoncent passionnants. Nous allons discuter d'innovation, de conduite de projets d'intelligence artificielle. Nous parlerons confidentialité des données, usage, coût, vision par rapport à l'IA, avec comme objectif qu'à la fin de cette session, vous y voyez plus clair quant à l'utilisation de l'IA Gen en entreprise. Je m'appelle Thomas Ranou, je suis CSA, Cloud Solution Architect chez Microsoft, et j'ai le plaisir d'accompagner mes clients, startups et éditeurs logiciels dans leur utilisation d'Azure au quotidien, notre plateforme cloud. Et pour m'accompagner dans cette réflexion aujourd'hui, laissez-moi vous présenter les 3 intervenants de cette table ronde. Et je vais commencer par vous, Charlotte. Merci Charlotte Rieux d'être présent avec nous. Vous êtes Tech Lead AI Solutions pour Selensa. Vous accompagnez également des clients pour qualifier leurs besoins et mener à bien leurs projets d'intelligence artificielle, data science et machine learning. Nous en parlerons tout à l'heure. Éric Charbonnier, bonjour Éric, merci d'être avec nous. CTO Data and AI Microsoft France depuis presque 10 ans. Et vous avez l'occasion aussi d'accompagner des clients plutôt grands comptes vous concernant dans leur utilisation d'Azure. Nicolas Golubenko, merci d'être parmi nous. Bonjour. Vous êtes Director of Engineering chez eAdvise et vous êtes responsable de la plateforme technique, de l'infrastructure, de la qualité sur le produit que vous développez chez eAdvise. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, et vous allez nous en parler tout à l'heure plus en détail. Maintenant que cette introduction est faite, entrons dans le vif du sujet, entrons dans le concret. Beaucoup d'entreprises en 2025 veulent faire de l'IA Gen, veulent mener un projet d'IA générative. La question, c'est qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui avec de l'IA générative en entreprise? Quels sont les use cases? Et pour cela, vous allez chacun à votre tour me présenter un projet sur lequel vous avez travaillé autour de l'IA Gen. Et on va commencer par vous, Nicolas, justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites en agent conversationnel chez eAdvise? Oui, donc chez eAdvise, c'est assez naturel puisqu'en fait, on fait une plateforme conversationnelle. Donc le but, c'est d'aider les grandes marques et en particulier les retailers de pouvoir optimiser leurs ventes à travers des agents conversationnels, que ce soit avec un agent humain ou bien avec des bots. Et c'était évidemment naturel. On avait déjà des bots implémentés, intégrés à la plateforme. Et c'était forcément naturel de passer à ces bots génération 2 qui sont alimentés par l'IA générative, qui est infiniment plus performante que ce qu'on était capable de faire avant. Et donc de pouvoir aller plus loin dans l'automatisation de la conversation, faire de l'automatisation partielle, voire totale. Voilà, donc c'est vraiment la valeur ajoutée et nous, c'est au cœur du produit. Vous parlez de d'IA V2, la V1 étant... Une manière, on avait ce qu'on appelait des NLU, donc la possibilité de faire de l'analyse de langage naturel, de la détection d'intention, et du coup d'adapter le parcours de dialogue du bot à l'analyse et à la détection d'intention. Là, évidemment, on va beaucoup plus loin avec des modèles qui sont entraînés avec des knowledge infiniment plus vastes et aussi à travers du RAG, je pense qu'on va en parler aussi, c'est-à-dire d'avoir ses propres bases de données, ses propres knowledge qui sont intégrés pour aider le bot à être particulièrement focus sur le type de réponse et sur les sources de données qu'il utilise pour répondre. Nous en parlerons effectivement. Je vais poursuivre avec vous, Charlotte. Vous avez travaillé sur un projet d'assistance supply chain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça correspond? Très bien, oui. Bon. Bonjour, merci Thomas pour ton introduction. Du coup, moi j'ai travaillé sur un assistant qui permettait aux utilisateurs d'une plateforme qui était développée par un éditeur de logiciel de venir utiliser plus facilement cette plateforme.
Donc, cette plateforme présentait des données de simulation de systèmes de supply chain, donc des usines, des processus de transformation de matières premières, plutôt complexe du coup comme système. Et du coup, cet agent conversationnel venait permettre à l'utilisateur de retrouver ces données, d'interpréter plus facilement les résultats des simulations et déclencher aussi des fonctionnalités au sein même de la plateforme pour générer de nouveaux scénarios. Voilà. Un projet qui a été mené sur quel laps de temps? Ça s'est fait sur 6 mois et le projet est toujours en cours d'évolution chez cet éditeur. Merci Charlotte. Eric, vous souhaitiez nous parler d'un projet Mosaïque RH. Oui Thomas, en fait chez Microsoft on est plutôt fournisseur de technologies, que ce soit pour des toutes petites entreprises, des startups ou des grands groupes, mais des fois on est impliqué aussi directement chez d'autres types de partenaires. Et Mosaïque RH en fait c'est une association qui a pour but d'aider les gens qui ont du mal à s'insérer dans le monde de l'emploi. Ça peut être des personnes qui ont des difficultés type dyslexie, difficulté à parler, timidité excessive pour pouvoir mener un entretien. Et donc on a développé un bot vocal avec un avatar qui permet effectivement à ces personnes de se mettre en confiance vis-à-vis de l'IA et d'aller jusqu'à proposer effectivement soit des parcours de formation, soit des offres d'emploi. Voilà. Sujet passionnant. Au-delà de ces projets, finalement, là on parle de la réalisation concrète. Il y a avant cela, bien sûr, une phase d'idéation. Il faut identifier un use case, il faut avoir le besoin métier qui correspond à cette techno. Et il y a toute une réflexion à mener. Charlotte, vous qui travaillez en société de conseil, est-ce que vous êtes impliquée dès cette phase de réflexion, dès cette identification des use cases? Alors nous, on intervient un tout petit peu après, une fois que le client a formulé un besoin en IA générative. On intervient notamment sur une phase de design, de cadrage du besoin. On va venir poser des questions sur, par exemple, quand on part sur du RAG, on expliquera tout à l'heure ce que c'est, mais on va venir explorer un peu les données, comprendre ce qu'elles ont comme particularité, le volume, etc. Et ensuite, on va venir poser des questions sur les process métiers. Comment est-ce que le chatbot va pouvoir améliorer ce processus ? Et suite à ça, on fournit une restitution qui va nous permettre de faire une proposition d'accompagnement du client sur un build, donc la conception de la solution. Sur le volet technique. C'est ça. Mais l'idéation a déjà été menée du côté du client. Oui, et on l'accompagne aussi. Vous pour l'accompagnez qualifier, aussi pour cela. bien sûr. Eric, lorsque nous avons préparé la table ronde, vous m'avez dit, avant l'homme utilisait la machine, maintenant celle-ci doit s'adapter à l'homme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez voulu dire par là? Oui, en fait, c'est en partie dû aux capacités qu'on voit avec l'IA générative. Si on regarde bien la façon dont on utilise la machine depuis longtemps, depuis qu'on utilise des ordinateurs, on a même utilisé, fut un temps, ce qu'on appelait des cartes perforées. Maintenant, c'est un clavier, une souris, on passe par des interfaces visuelles comme des fenêtres. Et tout ça, ça amène de la complexité, puisqu'il faut que, pour pouvoir se servir d'une solution, il faut apprendre à la connaître. Et demain, et ce qu'on pense, nous, c'est qu'avec l'IA générative, on va pouvoir s'exprimer clairement vis-à-vis, effectivement, du logiciel en question, pour pouvoir effectuer des tâches. Donc c'est plus à nous apprendre à faire des parcours de formation compliqués pour pouvoir se servir d'un logiciel, mais c'est vraiment ce que va nous permettre l'IA générative dans les prochains mois, dans les prochaines années. La rupture étant l'interface homme-machine qui là devient le langage naturel. Tout à fait. Si on rentre un petit peu dans le détail technique, pour vous poser 2-3 concepts, je pense que lorsque l'on parle d'IA générative, il est important de comprendre la notion de modèle, de prompt et de RAG. On en a déjà parlé plusieurs fois. Charlotte, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces termes? Oui, bien sûr. Alors, l'IA générative, en fait, c'est une famille de modèles qui permettent de générer du contenu. Ce n'est pas forcément du texte, ça peut être de l'audio, de la vidéo, des images du coup. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les modèles qui génèrent du texte. Donc ces modèles-là s'appellent des LLM
ou des SLM pour Large Language Model ou Small Language Model. La différence entre les deux, ça va être le nombre de paramètres, mais on ne va pas trop rentrer dans ce détail. Donc les LLM et les SLM prennent tous les deux en entrée du texte. Donc c'est un prompt, ce qu'on appelle le prompt. Et ce prompt contient les instructions qui vont permettre au LLM de générer les exigences de l'utilisateur. Donc ça va être des instructions de formatage, par exemple, ou une question. Est-ce que tu peux me dire quelle est la météo à Berlin, etc. Et donc en fait, ce prompt, il est découpé en ce qu'on appelle des petits tokens. Les tokens, c'est l'alphabet qui permet au LLM et au SLM de générer une sortie, de faire ce qu'on appelle la complétion. Donc l'entrée est découpée en tokens, donc l'input est découpé en tokens. La sortie, c'est des tokens qui s'enchaînent les uns à la suite des autres, un peu comme des dominos. Voilà. Le modèle, il vient trouver la bonne combinaison de tokens qui va faire une phrase qui a du sens. Et donc voilà. Donc le RAG, ça veut dire Retrieval Augmented Generation. Ça veut dire qu'on va venir générer du texte en venant insérer un contexte documentaire, un corpus documentaire, dans le prompt du LLM. En général, on a une phase de retrieve, de recherche des documents, dans une base de connaissances, et on va venir insérer les documents pertinents pour répondre à la question dans le prompt du LLM, qui va fournir la réponse à la question, qui est également dans le prompt. Voilà. Merci. Nicolas, ça correspond à ce que vous connaissez, à ce que vous faites chez iAdvise. Cette notion de RAG, de prompt, c'est ce que vous avez mis en œuvre ? Oui, exactement, c'est exactement ça. Et effectivement, pour optimiser ce traitement, le RAG est hyper important d'abord parce que ça permet de canaliser la réponse et de ne pas avoir une réponse qui soit trop générique, mais qui soit adaptée au contexte métier et au contexte business de l'entreprise. Donc avoir un conseil qui soit précis et le plus pertinent possible. Et Charlotte, tu parlais du RAG. C'est vrai qu'on a toutes ces knowledge, donc on vient alimenter des bases de données, et en général, sur le plan technique, donc ça va être des bases de données vectorielles. Et on va venir en fait injecter ces connaissances, les découper et les vectoriser. Donc c'est vraiment une phase qu'on appelle de vectorisation. On fabrique des embeddings. On utilise des modèles spécifiques pour fabriquer ces embeddings. Donc là aussi, on va utiliser des API spécifiques qui s'appuient sur des modèles pour vectoriser. Et ça nous permettra au moment, par exemple, on veut gérer une conversation, quand un visiteur ou un utilisateur va poser une question, pour aller savoir où se trouve de manière la plus pertinente possible la réponse dans la base de données, on va utiliser le fait que la base de données a été découpée, vectorisée, et aller chercher finalement la flavor, le contenu qui fait sens par rapport à la question posée. Donc on a besoin de cette base de données vectorielle. On a également besoin d'avoir une plateforme qui mette à nos dispositions ces fameux modèles d'IA générative, de l'OpenAI, du Llama, du Phi, peu importe. Et on voit apparaître la notion de modèle as a service. On connaissait l'infra as a service, plateforme as a service, software as a service, et on trouve maintenant également le modèle as a service. Eric, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, je vais en parler, et je vais même parler aussi de modèle as a platform, si tu le permets. Alors, le modèle as a service, c'est la capacité qu'on a, depuis une application, d'aller invoquer un modèle, comme par exemple GPT-4. Ce modèle tourne quelque part dans les nuages, et donc c'est juste une API, comme ça vient d'être exposé. Donc ça, c'est une façon de faire, et beaucoup de modèles aujourd'hui, notamment les gros modèles, comme on en a parlé Charlotte tout à l'heure, les LLM, sont exposés sous forme de modèles as a service. Ce qui est un peu plus nouveau, c'est les modèles as a platform, c'est cette capacité qu'on a à prendre un modèle et de l'avoir en fait dans son environnement technique. Donc dans une souscription chez Microsoft, c'est Azure. Donc ça veut dire qu'on peut faire tourner un modèle d'IA générative dans un container, par exemple. Il nous est propriétaire. Alors ça a un intérêt parce que on va aborder ces sujets de data privacy dans quelques instants, mais pour certains de nos clients, c'est fondamental de se dire je suis capable d'aller faire fonctionner ou d'utiliser une IA générative
qui est chez moi et qui ne dépend pas en fait d'un fournisseur qui soit américain ou chinois maintenant. Alors évidemment, il y a des Français, on va citer Mistral. Mais voilà, donc c'est vraiment le but, hein, ces choix qu'on peut faire quand on va construire une application à base d'IA générative. Quand vous avez conçu votre produit, Nicolas, vous avez dû faire ces choix, vous avez dû choisir un modèle, une plateforme. Comment ça s'est passé ? Alors déjà, on est allé très très vite sur le sujet, puisque ça a été tout de suite un choix stratégique pour l'entreprise dès que les premiers modèles accessibles à tous sont sortis. Donc ça a commencé avec GPT-3.5. Les fameux modèles OpenAI. Oui, exactement. Donc c'était les premiers effectivement à sortir. Et donc, en ce qui nous concerne, il y avait pas tellement de questions à se poser. On a pris les premiers modèles disponibles d'OpenAI, donc GPT-3.5 en effet. Mais effectivement, ça suffit pas. C'est bien pour démarrer, c'est bien pour poker, c'est bien pour prouver la valeur. Mais par la suite, évidemment, il faut sécuriser, pouvoir monter à l'échelle. Il faut pouvoir gérer la charge, etc. Et donc, c'est là que on s'intéresse à un cloud provider, quelqu'un qui est capable de fournir ses solutions sur étagère. Alors, pour le coup, pas en mode containerisé, on-prem, on va dire chez nous, mais en mode API fourni par Azure. Et à partir du moment où on a fait une première itération, par la suite, on va en parler aussi, on va itérer sur les modèles qui suivent, parce que forcément, ils sont de plus en plus performants, ils sont de plus en plus rapides, ils sont de moins en moins coûteux, ils sont de plus en plus spécialisés. On va utiliser différents types de modèles selon le type de prompt qu'on veut gérer. Donc, c'est là où ça devient effectivement très important d'avoir un fournisseur qui sécurise et qui nous donne accès à toutes ces ressources, parce que les héberger chez nous, c'est aussi de la maintenance, de la gestion, c'est coûteux, ça nécessite des ressources. Voilà. Bien sûr, et vous le dites très justement, hein, ces modèles soulèvent toujours beaucoup de questions par rapport aux données qui sont entraînées, par rapport aux données qui sont processées. Comment Eric, pouvons-nous rassurer les utilisateurs à ce sujet ? Alors, les modèles qui sont disponibles dans Azure sont des modèles qui sont déployés dans nos data centers. Et quand on utilise Azure, on va spécifier ce qu'on appelle une région. Donc, il y a une région qui s'appelle la région France, au même titre qu'il y en a à peu près 40 autres. Et donc, vous avez des data centers en France. Et quand vous souhaitez utiliser un modèle comme celui d'OpenAI, ceux d'OpenAI, parce qu'ils en ont plusieurs, eh bien, je vais dire, je veux l'utiliser dans ma région France, et ça ne sortira pas, tous les échanges qui se font avec l'IA ne sortiront pas du pays. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, nous, on est hoster en fait, de ces modèles, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser ces modèles, mais les données que vous lui envoyez sont des données qui ne seront pas utilisées pour faire un entraînement par OpenAI. OpenAI ne voit absolument rien, et c'est valable pour tous les autres modèles, hein. Il y a pratiquement 2000 modèles disponibles dans la plateforme Azure aujourd'hui. Donc, à partir du moment où on hoste un modèle, c'est nous qui garantissons en fait la sécurité de vos données. Alors, ça a été dit tout à l'heure par Nicolas, mais c'est important aussi, c'est que ce qui remonte dans les data centers, c'est quelque part quelque chose qui, à un moment donné, va être vectorisé. Voilà. Donc, ce qu'on va garder dans nos data centers, et on est obligé de le faire, c'est légal, c'est d'avoir une trace de ce qui s'est fait avec les IA. Et donc, on garde tous vos échanges pendant 30 jours. Automatiquement, au bout du 31e jour, ils sont purgés. Voilà, donc ça c'est... Mais on n'a aucun regard en fait sur vos données, et même mieux, on peut faire ce qu'on appelle des mécanismes de bring your own key, c'est-à-dire qu'on va pouvoir crypter en fait l'échange et le stockage en fait de ces informations sur le data center. On a besoin également de quelque part de modérer l'utilisation qui sont faites de ces fameux modèles, quels qu'ils soient. Là aussi, on a la possibilité d'influencer, de rendre possible des thèmes de discussion ou non. Tout à fait. Alors, il y a différentes techniques pour pouvoir effectivement modérer. Il y a des techniques de prompting qui sont déjà relativement efficaces, à condition de bien les maîtriser.
Avant de soumettre un prompt, généralement dans une application, on va fournir quelque chose que vous ne voyez pas, ce qu'on appelle un système prompt, qui va configurer l'utilisation de l'IA par rapport en fait, à l'usage qu'on veut en faire. Donc typiquement, si je suis sur un bot de recrutement, donc je vais avoir des instructions qui lui disent tu vas répondre qu'à ce type d'informations. Donc ça, c'est une première façon de faire. Après, il y a d'autres techniques qui vont permettre de pouvoir vérifier le contenu en fait, des messages qui sont envoyés, qui vont pouvoir faire du filtrage. Alors, je ne vais pas revenir sur les technologies qu'on a mis à disposition de nos clients dans Azure, mais elles existent. Donc, tout ce qui est prompt injection, rewriting donc de prompt, et donc utilisation en fait, de mots qui seraient interdits, font partie de la panoplie des artifices qu'on peut mettre en œuvre quand on met ce genre de scénario. Charlotte, c'est des sujets, c'est des thèmes que vous abordez, j'imagine, avec vos clients. Comment vous abordez ces sujets avec eux? Comment vous les rassurez? Comment je les rassure? En fait, je leur explique plutôt ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Bon, après, quand on met en place un GPT privé en entreprise, évidemment, les salariés, enfin les employés, les collaborateurs ne vont pas poser des questions sur des sujets sensibles. Mais du coup, je leur explique qu'il y a une couche par-dessus qui s'appelle le Content Safety, qui est positionnée après la complétion du LLM et qui permet de filtrer tout ce qui est pas tolérable en sortie, quoi. Nicolas, chez iAdvise, vous êtes donc client de ces fameux modèles OpenAI, mais vous devez également quelque part rassurer vos clients quant à l'utilisation que vous faites, vous, de leurs données et de ces fameux modèles. Comment vous menez ces discussions? Alors nous, de toute façon, déjà, tout ce qui va être conversationnel, ce sont des données qu'on gère et qu'on stocke pour nos clients. Donc pour le coup, ça ne change rien à cette politique, parce que la conversation soit générée et gérée via un bot, ou bien via un humain, ou quel que soit, en fait, ça ne change rien. C'est-à-dire que cette confidentialité des conversations, elle est garantie de par notre système lui-même, en fait, la plateforme elle-même. Par contre, il y a vraiment un enjeu effectivement particulier lié au LLM, aussi lié au fait qu'il y a eu un développement très très rapide et que forcément on est toujours un peu inquiet du contrôle des données. Et donc, je vais reprendre aussi ce qui a été dit. C'était fondamental pour nous d'avoir la garantie que les données n'étaient pas conservées plus de 30 jours pour analyse légale, le cas échéant. Également, le fait d'utiliser des modèles privés avec des appels privés, des API privés. On a une autre question qui apparaît souvent par rapport à nos clients, c'est la localisation. On n'a pas forcément beaucoup parlé de la localisation, mais ça c'est un autre aspect. Où vont aller les données, le temps du traitement par le LLM. Et là aussi c'est très important pour nous d'être capable de gérer très très finement la localisation. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, que ce soit carrément au niveau d'une région, ou être capable, une région qui peut être véritablement presque un pays, ça dépend de l'architecture chez Microsoft, mais ça peut être aussi un continent, ou surtout quelque chose qui est soumis au RGPD. Donc on a moyen de déployer nos modèles uniquement sur des zones qui respectent le RGPD. Voilà, donc ça pour nous c'est fondamental. C'est des demandes que vous avez systématiquement. Systématiquement, on est capable de customiser par client, d'avoir des configurations particulières en fonction du client, en fonction de ce qu'il souhaite et de sa géographie et de ses exigences également. Une fois que le use case IA est posé, souvent on nous présente le sujet de l'évolution de ces modèles, sachant qu'il y a déjà un certain nombre de providers, beaucoup de modèles différents de proposer. Comment on fait un choix parmi ces modèles, Charlotte? Comment on s'oriente vers un modèle plutôt qu'un autre? Comment on gère la rapidité de leur évolution? Alors, au début, on proposait le moins cher, donc c'était le 3.5 Turbo, GPT 3.5 Turbo. Et si celui-ci ne répond pas aux attentes, la qualité des réponses n'est pas au rendez-vous, on peut faire évoluer le modèle. Après, donc, récemment, il y a le dernier, donc GPT-4o, qui est sorti, qui est beaucoup plus rapide et qui est moins cher en fait que le 4, bizarrement, alors qu'il est sorti bien après. Et on met en place en général ce modèle. Et pour suivre la qualité des réponses, en fait, en amont, lors du développement de l'application, on va mettre un protocole d'évaluation des réponses du chatbot qui se passe sur un jeu de données qui a été donné par les métiers.
qui contient des questions, des réponses attendues et des sources documentaires qui sont censées remonter. Et donc on va venir poser ces questions au chatbot et on va venir comparer les réponses du chatbot avec les réponses attendues, tout simplement. Et pour vérifier que le chatbot répond toujours aux attentes, si on a fait une montée de version sur un modèle, il suffit de refaire tourner le dataset, enfin le protocole d'évaluation, et voir si c'est mieux, si c'est moins bien, sachant que faire évoluer d'une version à une autre peut aussi impliquer une évolution du prompt, parce que certains modèles vont moins bien marcher avec certains prompts et qu'il va falloir retravailler le prompt. Voilà. D'accord, donc des modifications à mener potentiellement au niveau du prompt, un protocole de test à mettre en place qui va fonctionner quel que soit le modèle utilisé, que l'on fasse de l'OpenAI ou du Claude ou du Mistral. Bien sûr, parce que comme disait Nicolas, en fait, les modèles ils sont exposés, enfin Eric disait, les modèles sont exposés dans le cloud, c'est des appels API, ils nous retournent une réponse et il suffit juste de comparer la réponse avec ce qui était attendu, donc c'est assez facile à mettre en place. Ouais. Est-ce que les clients ne sont pas parfois déstabilisés par cette rapidité d'évolution, par la vitesse à laquelle ça peut aller? Est-ce qu'on arrive quand même dans des scénarios où on a trouvé une version d'un modèle qui correspond à nos besoins, que l'on va pouvoir garder dans le temps? Comment ça se présente? Si, les clients, en fait, ils sont très, ils lisent l'actualité et en fait, la sortie des modèles, ça fait partie de ces actualités-là. Et en général, ils ont tout de suite envie de tester la dernière version. Waouh, on a l'audio, on a les images, on a la génération d'images sur le même modèle et c'est excellent. La demande vient du client. Oui, voilà, la demande vient du client et en général, on n'est jamais contre, mais on leur met en avant les impacts que ça peut avoir sur le coût de l'application, le coût d'usage de l'application, qui n'est pas négligeable des fois. Allez-y, Eric. Oui, je vais compléter ce point parce que c'est Nicolas qui l'a dit fort justement tout à l'heure. Aujourd'hui, on arrive à un niveau d'application où on va pouvoir invoquer plusieurs types de modèles. Typiquement, je fais du RAG. Est-ce que c'est forcément OpenAI qui est le meilleur? Il y en a d'autres. On a des SLM ou des LLM qui peuvent être très spécialisés sur des domaines juridiques, par exemple. Et ça, c'est important en fait d'avoir cette connaissance du panorama en fait des modèles qui existent. Se dire systématiquement je vais choisir un modèle, c'est une erreur. C'est déjà une erreur économique. Et deuxièmement, c'est probablement pas le plus pertinent. Donc on voit vraiment en fait dans les derniers développements de la part de nos clients, une utilisation en fait de plusieurs modèles. Je vous citais tout à l'heure l'exemple de Mosaic RH. Un truc tout bête, c'est sur la confidentialité des données. À un moment donné, le candidat va soumettre un CV. Qu'est-ce qu'on trouve dans un CV? On trouve en fait une adresse email, on trouve l'adresse aussi, on trouve un numéro de téléphone et on trouve le genre. Et ça, potentiellement, on peut avoir des IA qui sont biaisées et on ne le sait pas. Donc, dans le développement qu'on a fait avec cette société, on a dû utiliser 2 modèles. Et je reviens sur mon histoire de modèle as a platform, parce qu'en fait, le premier modèle qui va anonymiser, puisqu'on ne pouvait pas du coup utiliser OpenAI parce qu'il aurait eu les informations PII, donc du coup, on a utilisé en fait un petit modèle qui est containerisé pour pouvoir anonymiser les informations et ça reste propriété en fait de Mosaic RH. Et après, on fait faire l'analyse par GPT-4o. Donc ça, c'est une utilisation multimodèle pour juste en fait un cas d'utilisation. Et très intéressant. Et après, on voit donc émerger des scénarios, des use cases justement, où un modèle d'IA va être plus adapté qu'un autre. Est-ce qu'on a ce niveau-là de tendance par rapport à l'intelligence artificielle? Oui, alors c'est difficile. Aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de milliers, peut-être même plus, de modèles dans le monde. Alors, il y en a qui apparaissent et qui disparaissent pratiquement instantanément. Alors, ce qu'on essaye de proposer, nous, dans Azure, c'est effectivement à travers une plateforme qui s'appelle AI Foundry, à peu près 2000 modèles. Chaque modèle est documenté. Vous avez un moteur de recherche. Et suivant, en fait, le type de tâche que vous voulez faire, par exemple, vous voulez faire du RAG ou qu'on appelle du fine-tuning, on n'en a peut-être pas parlé, on va choisir le meilleur modèle pour pouvoir s'approprier le job.
Nicolas, chez iAdvice, justement, vous avez ces réflexions, vous avez défini une stratégie au niveau de l'évaluation des modèles, un scoring pour savoir lequel utiliser, à quel moment, pour quel usage. Oui, on a les mêmes problématiques. C'est vrai qu'on peut choisir différents types de modèles selon le type de tâche. Et c'est clair que on a quand même une ingénierie de prompt, tu l'as dit Charlotte, qui est quand même très très liée au moins à la famille de modèles. Donc c'est sûr que si on décide du jour au lendemain de changer de modèle, voire même de famille et d'être un peu radical, ça va nécessiter énormément de développement, énormément de mise à jour et de testing et de validation. Et le propre des LLM, c'est que c'est non déterministe, c'est particulièrement complexe en termes de validation. Et donc c'était le sens de ta question. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour pouvoir tester ces différents modèles, les évolutions aussi du code, de l'intelligence que nous, on met autour de ces modèles, parce qu'on met de la glue autour, on met notre propre intelligence, tout ce qui va être métier. Oui, tout ce qui va être grave de penser en fait pour aller naviguer et adresser le bon traitement de la requête, etc. Ça nécessite énormément de validation. Et donc oui, on a besoin finalement, nous le raisonnement qu'on a fait, c'est qu'on a adapté la logique de qualité qu'on peut voir dans le logiciel traditionnel en fait, avec ses différentes étapes. À l'utilisation des LLM en termes de qualité et d'avoir, par exemple, en phase d'un test unitaire, d'avoir un prompt testing, en phase d'un test d'intégration, d'avoir un test plus complet sur l'ensemble d'une conversation. Donc pour chaque étape, on essaie de fournir une réponse et d'intégrer tout ça dans les processus de CI, donc de test automatique, et de rajouter des métriques qui sont spécifiques au monde des LLM. Donc selon le niveau de la couche où vous êtes, des métriques plus ou moins pointues, donc tout ce qui va être accuracy, recall, précision, etc. Par rapport à ce qu'on injecte, la réponse attendue, et on mesure si on répond précisément comme c'était attendu à partir du dataset, et de jouer ces datasets de manière industrielle dans une intégration continue. Donc on est vraiment dans ce processus qui est indispensable avant d'aller en production. Mais après, on va aussi observer en production, bien entendu. On va observer et on va même faire, alors on en parlera peut-être après, mais on va même faire de la notation manuelle. C'est-à-dire qu'en production, on va aller aussi observer et récupérer ce qui se passe et mettre des personnes humaines, tout simplement, qui vont aussi annoter justement l'exactitude du comportement du bot et donc du LLM. Donc vraiment, c'est vraiment une stratégie multicouche, comme souvent en logiciel. On attaque sur différentes couches et on met de la qualité à tous les niveaux. Et oui, finalement, on retrouve des notions d'ingénierie logicielle, comme on a l'habitude de revoir au niveau du code, test unitaire, test d'intégration, mesure de la qualité, mais au niveau des modèles d'IA. Oui, alors, oui, au niveau du modèle, au niveau du comportement, oui, c'est exactement ce qu'on fait. Ça peut être aussi des situations où, par exemple, on parlait de multimodèle. On peut imaginer que dans l'environnement de test, on va utiliser un modèle, par exemple de la même famille, mais qui va être un peu plus léger, plus petit, qui va globalement valider de la même manière, qui va être utilisé comme un LLM as judge, parce qu'on peut aussi automatiser ce processus de validation, soit avec des métriques qu'on vient mesurer, mais soit aussi en faisant tourner un LLM qui vient lui-même juger de la qualité finalement du traitement. Et là, par exemple, on va utiliser peut-être un modèle d'une famille différente parce qu'il est plus agile, moins coûteux, et il va à peu près juger de la même manière que le modèle qu'on va utiliser ensuite en production. Et suite à cette évaluation en production, cette loupe de feedback que vous avez mis en place, si à un instant T, un modèle finalement n'est pas au niveau attendu, vous repartez dans ce raisonnement de comparaison, de modèles, d'évaluation, de training, pour trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins. Oui, complètement. Ou bien on va prendre plus de temps pour passer sur ce nouveau modèle parce qu'on estime que c'est nécessaire. Il répond à un certain nombre de nos exigences, mais on n'est pas forcément prêt. C'est-à-dire que finalement la qualité n'est pas au niveau attendu. Donc, on va retravailler, on va modifier tout justement ce prompt engineering et tout le coding qui est autour pour pouvoir atteindre le niveau de qualité attendu avec ce modèle si on souhaite l'utiliser pour plein de bonnes raisons en fait. Eric, c'est des notions que vous retrouvez chez vos clients grands comptes, toute cette évaluation, ingénierie autour de l'usage de ces modèles GenAI, des choses qui vous parlent? Ah oui, alors tout à fait. Même ça a un nom, hein, donc c'est le GenAI Ops, ou LLM Ops. Donc c'est vraiment effectivement quelles sont les différentes étapes pour pouvoir industrialiser des applications à base d'IA générative.
Ce qu'on essaye de proposer, alors tu en as parlé à la fin, hein, c'est d'essayer d'automatiser le plus les tests à partir de jeux de tests. Et ces jeux de tests peuvent être eux-mêmes générés par un modèle adversaire, hein, donc un modèle concurrent, pas de la même famille, donc, hein, et voir quels sont effectivement les résultats attendus. Donc on compare, et si ce qui est attendu correspond, on peut mettre effectivement en prod, mais on est sur vraiment ce qu'on appelle une feedback loop, hein, où eh bien, il faut quand même garder les traces de ce qui s'est fait, et regarder si le modèle continue à répondre de façon pertinente. On a cette notion de potentiellement, alors vous le voyez à travers, notamment pour ceux qui utilisent ChatGPT, lever le pouce, eh bien c'est un indicateur en fait pour le fournisseur du modèle de se dire ben voilà, la réponse elle est bonne. Et même au sein d'une entreprise, on peut aussi activer ce genre de mécanisme. J'ai fourni la bonne réponse, je mets le mécanisme de pouce levé ou de pouce en bas. Voilà, ça veut dire qu'il y a un petit problème. Et on pourrait regarder effectivement tous les pouces qui sont en bas et se dire je vais corriger effectivement parce qu'a priori, on n'est pas dans les clous. C'est ce que vous avez mis en place, Nicolas. Et oui, question exactement. subsidiaire, comment vous conservez cet historique de résultats ? Alors si on prend tout ce qui est... il y a deux niveaux. Si on prend en evaluation offline, donc c'est vraiment la partie évaluation en amont, donc c'est-à-dire en pré-production. Là, effectivement, on garde l'historique. Donc on a des jeux de données, tu l'as dit, Charlotte. On vient exécuter nos tests et en fait, on vient agréger toutes les métriques qu'on remonte dans des systèmes. Alors nous, on utilise Langsmith. Qui nous permet de faire de l'analytics et de venir agréger les résultats de tests, de venir faire de l'analyse dessus, faire des matrices de confusion, faire du scoring, etc., etc. Donc oui, c'est conservé et c'est relié aux expérimentations qu'on a faites et à la version du logiciel, à la version du LLM, tout est relié et on peut conserver donc les données dans la durée. Si on prend en partie production, donc c'est plutôt l'évaluation online, donc là c'est vraiment ce qui se passe en prod. Alors là c'est un petit peu plus complexe puisque quand on fait de l'annotation manuelle justement par des êtres humains, et bien là on vient exploiter par exemple ce type de pouce pendant la conversation à la fin. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question, j'ai le pouce, etc. Tous ces éléments ils sont exploités pour ressortir une tendance sur la conversation qui fait partie de la qualité globale de la conversation, donc de cette exactitude du comportement du bot. Et donc là aussi, quand on vient annoter ces conversations, c'est conservé et ça termine en fait dans un data warehouse. Et derrière, on va là aussi faire de l'analyse et donner cette information à l'ensemble de l'entreprise pour pouvoir finalement conserver et suivre l'évolution de la qualité de notre IA générative à l'intérieur de la solution et que ce soit diffusé à l'intérieur de l'entreprise et accessible potentiellement même à nos clients comme élément argumentaire avec des chiffres. Voilà. Bien sûr. D'où l'importance de mettre un petit pouce quand vous utilisez un chatbot. C'est mieux parce qu'on a une CSAT, comme on dit, donc un retour de satisfaction de l'utilisateur qui est plus précis. Souvent, les gens sont neutres, donc c'est pas suffisant, c'est très insuffisant pour mesurer la qualité. Même quand ils sont pas contents, c'est rare, surtout qu'ils ont un bot. Donc en général, il n'y a rien. Donc on a besoin de bien plus que le petit pouce, mais il peut servir. Oui, je comprends. Il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé pour le moment, c'est le sujet du coût. Quel est le pricing de ces modèles d'IA? Alors on a parlé de RAG, de token. J'imagine que ce sont des choses qui sont tarifées. Charlotte, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Oui, bien sûr. Alors, le coût des modèles se fait quand on calcule en fait les tokens qui sont consommés par une complétion. Donc les tokens, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'alphabet des LLM. On a un coût pour les tokens en entrée qui n'est pas le même que sur les tokens en sortie. En général, les tokens en sortie sont plus chers parce que c'est la complétion, c'est ce qu'on attend, que les tokens en entrée. Donc c'est ces données-là qui sont utilisées pour calculer les coûts. Et quand on fait du RAG, on a un coût supplémentaire, en tout cas dans Azure, qui vient en fait de la base documentaire. Parce que les vecteurs, ils sont stockés, Nicolas l'a dit, dans une base documentaire, un index vectoriel. Et en fait, ces vecteurs, ça représente beaucoup de données. Et pour venir chercher les informations qui sont pertinentes dans tous ces vecteurs, il y a un algorithme, un petit calcul qui se fait. Et du coup, tout ça a un coût. Donc il y a un coût à la fois sur les LLM et à la fois sur la recherche donc, des meilleurs documents dans la base vectorielle. Et donc il faut additionner les deux. Voilà. Merci Charlotte. Eric, vous nous avez parlé tout à l'heure de modèle as a platform. Est-ce
que c'est une tendance que l'on voit déjà émerger, qui va avancer en 2025? Quelles sont les tendances autour de l'IA en 2025? Alors, en tendance 2025, effectivement, le modèle as a platform, ça permet aux clients qui étaient réticents à utiliser cette technologie d'IA générative de se les approprier dans leur propre environnement technique. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Alors évidemment, on ne peut pas faire tourner un modèle avec des centaines de milliards de paramètres, ou alors les coûts vont exploser. Je ne pense pas que le client soit content. Donc sur des petits modèles, on parlait de GPT-4 tout à l'heure, mais GPT-4o mini est un SLM qui a l'avantage effectivement d'être déployable dans sa propre souscription, voire même dans des containers sur des systèmes on-premise. L'avantage de ces petits modèles aussi, c'est que quelque part, on peut faire des opérations de type fine-tuning. C'est-à-dire qu'on va pouvoir réentraîner en fait, certaines couches du modèle pour pouvoir être spécialisé sur certaines tâches. Donc c'est pas du RAG, hein, c'est vraiment une technique qui consiste à utiliser en fait des jeux de données et d'entraîner. Par exemple, je voudrais un bot médical, par exemple. Donc je vais utiliser des données de type médical, entraîner en fait ce modèle pour que ça soit un spécialiste en fait de mon modèle, enfin de mon domaine. Comment on détermine à quel moment il faut fine-tuner un modèle plutôt que de faire du RAG? Ah, c'est une très très bonne question, Thomas. Oui, Charlotte, si vous Moi, voulez. je peux répondre. Vas-y. En fait, le fine-tuning, ça demande beaucoup de ressources. Donc, fine-tuner un modèle, ça veut dire qu'il va falloir déjà générer un jeu de données qui contient suffisamment de data pour pouvoir customiser le SLM que l'on veut fine-tuner. Donc déjà, il y a un effort sur la production du jeu de données qui n'est pas négligeable. Et ensuite, il y a un autre effort ça va être plutôt sur le compute. Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir une machine suffisamment puissante pour venir faire l'entraînement de ce SLM avec ce jeu de données. Et ça a un coût qui n'est pas négligeable. Ça peut valoir parfois plusieurs centaines d'euros. Enfin, ça dépend du SLM qu'on veut entraîner. En fait, plus le SLM contient de paramètres, donc ça va de quelques centaines de millions de paramètres à un peu moins de 10 milliards, plus il contient des paramètres et plus en fait, le compute nécessaire pour entraîner ce modèle va être conséquent et plus ça va prendre du temps et ça a un coût. Donc on va conseiller un fine-tuning peut-être après avoir testé un RAG s'il n'apporte pas toutes les... Complètement, ouais. C'est ça. Donc en fait, l'utilisage des modèles LLM par appel API, c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher que de fine-tuner son modèle. Si jamais l'appel des API et de mettre une base de connaissances pour retrouver les documents ne suffit pas, alors on peut penser à fine-tuner un modèle. Mais normalement, le RAG remplit largement les cas d'usage. Je comprends. Eric, vous m'avez parlé également de la notion d'agent. Lorsque nous avons préparé cette table ronde, est-ce qu'on peut finir là-dessus? Oui, absolument, Thomas. Donc alors on ne va pas pouvoir échapper aux agents, au moins dans la littérature cette année. Effectivement, c'est un domaine qui va être prisé par tous les acteurs informatiques, tous les éditeurs. Alors c'est quoi un agent? Eh bien, c'est un système qui va réfléchir à partir d'un modèle, mais qui va s'alimenter en fait de connaissances. Donc il a des possibilités de connexion avec vos bases de données. Il va être capable d'aller rechercher quelque part. Il fait un peu de RAG aussi. Surtout, il va être capable de prendre des actions. Donc c'est ça un agent. On parle beaucoup en fait d'agents en ce moment parce que le débat c'est de se dire il y a un certain nombre de tâches automatisables aujourd'hui. Alors c'est un peu plus loin que du RPA, enfin un peu plus le Robotic Process Automation, c'est quelque chose qu'on câble. Là, les agents vont être vraiment autonomes quelque part. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a tel événement, je vais pouvoir aller déclencher un agent qui va faire une partie des tâches fastidieuse, on va dire, que je suis capable de mener. Voilà. Juste pour revenir sur une petite remarque sur le fine-tuning, il y a quelque chose, et vous entendrez parler notamment avec ce qui se passe au niveau chinois en ce moment, le concept de distillation. Le distillation, en fait, c'est cette automatisation en fait, des jeux de données
pour pouvoir fine-tuner ou recréer en fait des modèles. Donc DeepSeek a priori a utilisé abondamment cette technologie-là pour pouvoir alors donc il s'est alimenté de modèles américains, il faut le dire, hein, et donc c'est comme ça en fait qu'on peut aller beaucoup plus vite dans l'élaboration de nouveaux modèles. Et on pourrait utiliser en fait cette technologie de distillation pour vraiment des domaines métiers. Tout à l'heure, on parlait de comptabilité, de finance. Et bien voilà, on pourrait vraiment faire ça avec un modèle, utiliser cette technologie pour ce type de modèle. Très clair, merci Eric. Nicolas, quelles sont les innovations prévues côté IA chez IE Advice? Un peu d'agent, un peu de distillation si tu as le droit de nous en parler. En ce qui nous concerne, c'est vraiment de rendre nos bots les plus efficaces possibles. Et j'ai parlé du terme d'exactitude. C'est la traduction d'accuracy. Hein, c'est celle qu'on a choisie. C'est qu'il soit le plus performant, précis possible dans la capacité à adresser une conversation de bout en bout. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'on se focus pour être capable de fournir un service entièrement automatisé quand c'est nécessaire. C'est vraiment de l'optimisation, de la qualité, et puis également, pour le coup, démontrer la valeur que ça apporte. Voilà. La qualité. Merci Nicolas. Merci à tous les trois pour votre participation à cette table ronde. Merci pour votre attention. J'espère qu'on vous a permis d'y voir plus clair sur le potentiel de l'IAGN. N'hésitez pas à venir nous en parler sur le salon. Nous restons dans le coin. Nous sommes à votre disposition pour échanger. Merci à tous.